Ah, c'est vraiment prenant. C'était assez intense. Ouais, c'est ça, super intense. Et c'est vraiment une fin qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est vraiment une fin qu'ils ont fait. Non, parce que là, on est d'accord qu'il manque genre 20 minutes depuis. C'est pas fini. Il y a encore 20 minutes, ils nous doivent 20 minutes. Ouais. Après, est-ce que c'est une métaphore du fait que malheureusement la vie continue, les violences policières et tout ça sont toujours pas finies, peut-être? Après, Daniel Craig à Wall, bon, on a eu la petite minute. On a eu énormément de plans pieds aussi. Faut qu'on en parle de ce truc là. Ouais. Les plans pieds. Les plans pieds, ça va être. Au revoir. Les plans pieds, c'est oui, ça. Ouais. Salut, c'est Thomas Hercouet et je suis avec Aurélien Fernandez qui n'est pas là tout de suite puisque évidemment c'est une intro que j'enregistre après qu'on ait enregistré le podcast car ce format étant nouveau, il est complètement pété et on a oublié de l'écrire. Mais bienvenue dans notre nouveau podcast qui s'appelle À chaud et le concept est simple, on va voir des films avec Fernandez, on ressort de la salle de cinéma et à la minute où on sort du cinéma, on enregistre ce podcast pour livrer toutes nos impressions à chaud. Ce qui nous a motivés, c'est que tout simplement, le truc le plus cool quand on va au cinéma, c'est de parler du film après. Et je sais qu'on a tous ce réflexe, une fois qu'on sort du film, de regarder ce qu'ils se disent sur internet, qu'est-ce qu'il a dit le fossoyeur de film, qu'est-ce qu'ils ont dit Inociné, qu'est-ce qu'ils ont dit tel machin, est-ce que Karim Debbadge va faire une chronique dessus dans 3 ans peut-être. Mais on a tous ce réflexe-là. Et l'idée, c'est de voir en fait, de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de sortir du film et de sortir toutes nos impressions le plus à chaud possible, voir de la façon dont on en parle, voir la façon dont ça nous a saisi, voir quelles scènes nous ont le plus marqué, voir comment on en sort et profiter de ce moment assez brut finalement pour voir comment est-ce qu'on peut recevoir un film dès sa sortie. Donc ça n'a pas une vocation profondément analytique, mais on a envie de se prêter à cette expérience-là, puis surtout ça justifie le fait d'avoir une carte de Cinoche illimitée et de se bouger le train une fois par semaine pour y aller. Donc, pour ce premier numéro, nous avons choisi de regarder Kings, qui est un film qui parle des émeutes de Los Angeles en 1991. Ce sont des émeutes raciales, ce sont des émeutes qui sont déclenchées à la suite d'un fait divers assez glauque, hein, on peut le dire, je pense que le mot est largement sortable, à savoir Rodney King, qui est un noir américain qui se fait tabasser par 4 flics, et ces 4 flics sont en train de se faire juger, et bon, c'est pas un spoil parce que c'est l'histoire a priori, hein. C'était en 91, vous connaissez la fin. Bon, en tout cas, la fin est trouvable sur Wikipédia. Et bon, les quatre policiers ressortent complètement non coupables du jugement, du procès, ce qui enflamme la communauté de Los Angeles. Et donc ce film, Kings, raconte comment cette communauté s'enflamme. Et c'est un film avec notamment Daniel Craig, Halle Berry, mais aussi tout un cast d'acteurs qui sont extraordinaires. La bande-annonce faisait vraiment envie. Et donc on a décidé de vous en parler pour ce premier film à chaud. Et puis voilà, dites-nous ce que vous avez pensé du film après. Il est plus que temps maintenant de rentrer dans le bar. Je m'étais dit, l'autre option, ça aurait été d'aller voir Taxi 5, quoi. Et donc j'y ai pensé au début. Genre, tu vois, quand le film commence, et que ça te met l'ambiance, genre, un peu sérieuse quand même, un peu... tu sens que t'es pas là pour déconner, j'ai fait, oh putain, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce film, en fait? Et le truc, c'est que cette question m'a hanté tout le film. Et en fait, on est encore dedans, c'est-à-dire, comment tu fais pour parler de ce film? Parce qu'en fait, Aurélien, on est très blanc. Oui. On est extrêmement blanc. Ouais. Et ce film est un film qui est extrêmement politique. Ouais. Mais tout le principe de ce film, alors je sais pas comment tu l'as trouvé, mais tout le concept de ce film, c'est de dire, bah en fait, l'histoire est écrite par des vainqueurs. Et ça dénonce tous les effets pervers qu'il y a à la suite de ce truc-là. Et en fait, nous, on est littéralement l'objet lointain du film. On est peut-être même l'élément déclencheur du film. C'est-à-dire que c'est de fait qu'on soit très blanc, c'est très dur de critiquer le film vu que tout le film part de cette considération-là. Et même à partir de là, tous les choix artistiques sont liés à l'élément politique. Genre le moment, il y a une scène qui est ouf. C'est le moment, enfin une scène qui est ouf mais qui pose question, c'est qu'il y a un parallèle entre le début des émeutes et volcanique. Non mais ça baise. Ah oui pardon. Ah bah oui. Oui. Et une scène de baise quoi. Ouais. Et c'est un peu l'ultime death by sex. Ouais, de ouf. Mais en fait, même ça, tu vois, tu peux faire ah ok, c'est peut-être qu'on peut en parler. Mais en fait non, parce que le fait que ce soit lié, enfin le fait d'avoir mis ces deux événements, donc une relation sexuelle où le héros il est pas hyper chaud pour que ça se passe, et le début des émeutes, bah même ça a un sens, mais qui a un sens qui est très lié avec la position politique du film. Et du coup, nous en fait, on est tellement blanc que quoi qu'on dise, ça risque de tomber dans le contresens quoi. Pour le coup, alors sur ce truc en particulier où
Il y a du coup donc cette scène de sexe au milieu du film et tout, et vraiment instantanément après, voire pendant les émeutes, je m'étais dit à ce moment-là c'est... On parle pas celle de Daniel Craig et de Ali non, Berry. celle des jeunes du coup. Ouais. À ce moment en fait je trouvais que ça faisait plus un truc d'âge adulte en fait, ce truc de... C'est des ados qu'on n'a pas laissé faire leur adolescence tranquillement, et à cet instant où du coup il y a un peu cette idée que waouh, t'as fait la chose, t'as fait du sexe, bah ça y est, t'es un grand, tu vois. Et il y a un peu ce truc où en fait directement après ça ils sont propulsés instantanément dans un monde beaucoup trop adulte avec des gens qui meurent et de la guérilla urbaine et... Ouais. Alors ouais, il y a évidemment que ça parle de racisme, ça parle très très clairement de brutalité policière, ça parle très clairement de classe opprimée, classe pauvre, tout ça. Même le personnage de Daniel Craig du coup qui est l'allié blanc en fait du film, c'est un petit écrivain, c'est pas mais il est pauvre. Il est dans la même classe politique que tout le monde, du coup il y a quand même un peu on s'en tire avec une petite galipette qui est mais en fait ça parle surtout d'un milieu social. Même si oui, bien sûr que évidemment on peut pas, que ça soit rednecking, il rentre dans une triste tradition de hommes et personnes noires victimes de brutalité policière, et c'est un truc qui est pour le coup très vrai, très politique et malheureusement très actuel aussi. Ce que tu me disais juste en sortant de la salle, ce truc sur le film finit net. Et ouais, ça m'a... moi aussi, genre sur le coup, il y a un côté un peu décevant. Genre... je sais pas, il y a encore du film là, vous avez pas fini de bosser, il en manque là. Mais oui, en fait, ça se coupe beaucoup trop rapidement. Après, non, ça se coupe pile à temps parce que c'est la décision du film, mais là t'es en mode ok, c'est ça à la fin en fait. Et en fait, le moment où il coupe un film, ça arrête son sens, tu vois, quand 120 battements par minute s'arrête au moment où ça s'arrête, dans la façon dont ça s'arrête, en fait, ça met le point final au film, donc ça l'empaquette, donc ça donne son sens au truc, quoi. Et là, le fait que la fin soit là, c'est-à-dire au moment où la meuf revient, enfin Ali Berry revient. Il y a un problème avec les prénoms dans ce film aussi, quoi. C'est-à-dire que tous les prénoms sont prononcés 2 fois, sauf qu'il y a genre 40 personnages. Tu fais genre, attends, je les ai pas, je peux pas. Tu as Jessie, il y a Nicole. Donc Jessie c'est le jeune homme. Jessie c'est un peu le petit mec principal. Ouais. Nicole c'est c'est sa meuf. Slash en fait pas sa meuf. Enfin c'est sa crush. C'est sa meuf dans sa tête. Oui. Pour le coup. Winston il s'appelle. C'est le mec du coup qui Winston. Pique sa meuf. Ok, bah moi je crois que c'était Williams, tu vois. Ah oui, non, ça t'as raison, Williams. Moi j'ai retenu Peaches parce qu'elle est trop cool. Ouais. Qui joue au Barbie. Oui voilà. La petite. Et il y a Millie du coup qui est la mère. Millie bien sûr. Et tout, même Daniel Craig, je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Ils ont fait une layer cake. De quoi ? Ah putain pardon, c'est peut-être un énorme spoil. J'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Mais allez voir layer cake avec Daniel Craig. C'est très bien. D'ailleurs j'ai trouvé super Daniel Craig. Ouais, alors tout le monde est super en vrai. Ah putain mais ouais, non, les acteurs il est incroyable. Ils sont tous ouf. Le Jesse il est incroyable. Tout le monde est incroyable. Il est vraiment dingue, mais ça j'ai l'impression que j'ai malheureusement pas vu Mustang, mais j'ai l'impression que c'est un peu c'est le précédent film de cette réalisatrice. Et déjà les échos que j'en ai entendus c'est ouais non mais tout le monde est incroyable, le casting est fou, c'est que surtout dans Mustang du coup c'est que des comédiennes majoritairement qui sont quasi inconnues et qui sont fantastiques et ouais là tout le monde est... Mais ils sont tout le monde est top et pas juste Daniel Craig et Ali Berry où on se dit c'est des comédiens autour de la cinquantaine, on s'attend à ce qu'ils jouent bien quoi. Non c'est clair. Et bon ils ont un charme de malade. Et vraiment Daniel Craig au début je crois qu'il a l'accent américain au début du film et il le perd. Le perd à plein de... Alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris mais au début t'as vraiment l'accent américain, genre il joue vraiment le redneck, genre le blanc qui vote Trump et tout. Enfin il vote pas Trump vu qu'on est en 1991 mais bon c'est pas loin. Et du coup, il a vraiment l'accent américain avec son gun et tout, genre vraiment. Je sais pas si c'est pas un biais parce que je crois que dès le début il a un accent british. Ouais, anglais, mais alors par contre vraiment un accent genre pas c'est pas Elisabeth II, tu vois, genre il a un peu un accent de Tess. Ah oui, de ouf. Mais il a il est bien dingo, il est bien white trash avec ses tatouages pétés et qui tire au shotgun par la fenêtre de ses chiottes, enfin
Mais c'est ça qui est fou, Au quoi. début, il est vraiment ouf et c'est assez. Je trouve que c'est vraiment une longue pente à remonter de te faire aimer Daniel Craig à la moitié du film quand t'as passé la première détester. moitié à le voir en slip, à faire des conneries, à boire de la bière et à insulter des gamins. Il y a une scène qui est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle est à la fois ultra belle, mais à la fois ultra gênante. Et c'est la scène où il y a Halle Berry qui a donc récupéré ses gosses. Elle a plus ou moins mis ses gosses à la porte pour leur donner une leçon. Ces gosses, mais du coup, n'ont pas compris ce qui se passait, donc ils sont décidé de se réfugier chez les voisins qui est Daniel Craig. Le voisin dingo, quoi. Qui est le voisin vraiment taré, on te le présente comme le voisin taré pendant 1 heure. Et vraiment, le voisin s'en occupe trop bien, il leur commande des pizzas, donc là on arrive un petit peu dans le cliché. C'est sympa, c'est hyper agréable à voir. Et après, donc Halle Berry vient le voir, et Halle Berry et Daniel Craig sont en conflit tout le long du film pendant ce temps-là. Et soudain, elle voit que Daniel Craig s'est vachement bien occupé de ses gosses, et elle fait un rêve moite. Elle fait un rêve humide, et c'est trop beau. C'est hyper bien mis en scène. Il y a quand même pas mal de séquences lyriques dans le film qui sont magnifiques à base de double exposition et tout. Alors celle-ci, elle sort un peu de nulle part. Avec un Daniel Craig qui arrive suspendu au plafond, la tête en bas. Et qui... Franchement, on est au niveau de Léa dans Star Wars épisode 8. C'est la même pose. Oh putain. C'est Léa dans l'espace avec merde. Daniel Craig à la place de Carrie Fisher. Ouais. C'est magnifique. Ouais, et il descend sur Halle Berry comme Carrie Fisher sur le croiseur interstellaire. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Mais elle sort un peu de nulle part, du coup il y a quand même pas mal de moments qui sont marrants dans le film, même s'il est assez lourd et qu'il est assez intense. Il y a pas mal de moments où tu rigoles de bon cœur. Et ce moment-ci, toute la salle a eu un genre de rire de what the fuck. Ouais, grave. Alors, je comprends la démarche d'humaniser le truc, par Ouais. contre, c'était super bizarre. Mais là aussi, je pense que c'est un choix qui se justifie, qui s'explique dans la politique du film. C'est que il y a des moments qui sont très très drôles, qui sont mis en juxtaposition avec le moment où il y a littéralement un mec qui est en train de crever. Ouais. Et dans une voiture, et où c'est horrible. Et, Ouais. et du coup, c'est horrible parce que tu as ce sentiment de pas savoir sur quel pied danser. Et tu t'attends à une résolution, et la résolution, elle arrive pas. Donc du coup, tu te dis, je crois que je vois ce que tu as voulu faire, à savoir traduire effectivement la complexité de ces situations. Ouais. Parce que ce qui est fou, c'est que dans les émeutes, dans les scènes d'émeutes, tout le monde jubile. Tout le monde est ultra heureux. Ils sont à 2 doigts de chanter Bella Ciao en mangeant des merguez. Puis même en vrai, on est de leur côté. Enfin, et en fait, et même c'est. Je me rappelle, gamin, ayant vu des images d'émeutes dans des films ou même à la télé comme ça. Et limite, j'étais un peu comme les petits gamins qui voient le JT, qui sont genre, ouais, on veut trop aller piquer des chaussures et des vestes de costumes chez Célio parce que c'est rigolo, parce que d'un coup tout est gratuit et c'est désinhibé. Et évidemment que c'est hors la loi et tout ça. Mais je crois que c'est la première fois qu'en fait t'as ce côté très jubilatoire de ouais, il y a un côté marrant dans les émeutes. Il y a un côté c'est la fête et tout ça, et en même temps bah non, c'est pas la fête, c'est évidemment que c'est criminel, évidemment qu'il y a des gens qui sont gravement blessés, et il y a mais en même temps c'est ce qui est vachement cool avec ce film et qui est même retranscrit dans l'écriture des personnages. T'as des types qui font des trucs horribles qui sont quand même montrés comme très humains et très sensibles et très doux, des types qui sont des personnages du coup qui sont au contraire qui ont un trait de caractère dominant, qui adorent la vie, qui sont super, qui s'occupent des gens et tout ça, et qui d'un coup vont vriller, d'un coup vont et c'est vrai pour tous les personnages, même pour notre bon James Bond qui au début est une espèce de dingo. Et on n'a pas son nom. Comment il s'appelle? Je sais plus. James Bond en banlieue de Los Angeles. Et d'un coup il se retrouve pris dans un truc qui le dépasse un peu, et d'un coup lui aussi il change, et même si lui c'est pour le mieux, d'autres c'est pour du pas bien, mais il n'y a aucun jugement non plus réellement sur ces personnages. Ouais. Et c'est quand même assez cool, et c'est toujours hyper tendre. Est-ce que on a vu la même chose? C'est bien Jesse qui bute le mec. Ouais. Putain, j'étais Là, sûr je d'avoir pensais à mal lui, vu quoi. Mais parce que Ouais, si, justement, c'est lui. Mais justement, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai un peu grillé ce truc de. C'est des gamins qui veulent vivre leur adolescence, leur passage à l'âge adulte et tout. Et genre, tu prends ce type du coup, Jesse, je crois qu'il est clairement joué par un acteur plus vieux, mais dans le film, il est censé avoir genre 16 ans, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et ouais, ado, parce que la meuf, elle a pareil, elle doit avoir 14-16 je crois ans. qu'ils disent qu'elle a 14 ans. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, t'as ce truc de. Ouais, dans n'importe quelle situation dans la vraie vie, t'as un gamin qui a une tristesse amoureuse, il va chialer, il s'engueule avec son pote dans la cour de récré, et c'est fini.
Et au final, là, ouais, d'un coup, il se retrouve il passe de détresse sentimentale à une scène potentiellement de vie ou de mort. Et du coup, il s'en prend à ce type contre qui, en fait, il est jaloux du mec. C'est ça, exactement. Et comme il est pris dans cette espèce de tourbillon de violence, ouais, il le plante. Et ça va super loin, quoi. Ça va loin, ça va très loin, très vite en même temps. Enfin, à aucun moment. En même temps, il le pleure. Ouais, il le pleure direct. Et à aucun moment, en fait, tu te dis, wow, quel enfoiré, tu vois. Direct, t'es en mode, mec, non. Ouais. Et tu sais qu'il va devoir vivre avec ça, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que tu sais intérieurement qu'il va devoir vivre avec ce truc-là. C'était assez bien pensé, quoi. Le fait qu'aucun personnage soit vraiment manichéen, c'est bien foutu. À la limite, t'as les flics qui ont en général le mauvais rôle, mais même eux au final sont un peu humanisés dans la façon dont ils sont racontés. Et en même temps aussi c'est quand même l'un des rares films qui te présente, enfin tu sais, aux États-Unis c'est vachement sacré l'uniforme bleu, enfin même s'ils ont un uniforme noir du coup, mais l'uniforme, tout ça, on parle pas mal sur les flics. L'un des genre t'as le meurtre et au-dessus t'as le meurtre de flics, c'est genre le pire truc de l'univers. Et là ils sont montrés comme des espèces de mecs qui sont un peu malfaisants, mais parce que c'est des losers, parce que ils sont un peu. Mais oui. Et au final même ceux qui sont présentés comme des méchants, au moment où t'as quelqu'un qui appelle au Toki pour dire retraite, ils sont tous genre ouais c'est chaud, on se casse direct quoi. Et ils sont tous un peu lâches, tous un peu bizarres, tous un peu. Et ils pètent des câbles. Et ils pètent des câbles, ouais. Et en fait tu vois quelque chose, et je trouve que c'est assez bien retranscrit là, c'est que tu vois leur racisme exploser. C'est-à-dire que tu vois qu'ils incarnent en fait ce racisme qui est extrêmement latent et dormant, qui est très systématique aussi, quoi. Systémique. Pardon, systémique. Pour moi. Et du coup, tu le vois exploser et apparaître en plein jour, quoi. Et donc cette scène sur le parking du supermarché où t'as le flic qui braque donc Ali Berry, Daniel Craig et les 3 gamins. Ouais. Tu vois que le mec en fait il est en roue libre, quoi, et toi tu sais au regard de l'actualité qu'il est sur le point de les flinguer, quoi, que ça va tomber. Et du coup ça c'est vachement bien foutu, parce que je crois pas avoir vu de film qui est mis en place et qui est mis en scène ce racisme là de façon aussi évidente. Après encore une fois je suis extrêmement blanc, donc j'ai l'impression de vraiment de pas parler là où il faudrait que je parle, quoi. C'est horrible. Si. En vrai c'est un truc qu'on sait maintenant, et si on le sait c'est beaucoup. Alors c'est clair que peut-être qu'on peut le dire, du coup évidemment on est blanc, et c'est grâce à... Ce n'est pas la couleur sur le podcast, on est extrêmement blanc. Mais clairement c'est grâce à des militants et militantes de couleur qu'on a été éduqué à ces trucs-là, et on sait aussi que c'est un truc qui est assez vrai, en fait, ce truc du flic qui en fait fait un burn-out en direct. Aujourd'hui on peut pas l'ignorer devant une famille. C'est clair, on peut pas l'ignorer aujourd'hui. En fait, on a entendu ces mêmes histoires, il y a eu des émissions dessus, etc. Et même si les flics sont un peu genre l'outil de l'oppression dans ces situations-là, et on sait qu'en fait ces situations de burn-out, de flics qui sont prêts à vriller, elles existent encore. Et ça veut pas dire que ça veut pas nécessairement dire que all cops are bastards, mais malheureusement ça veut dire que si on prend pas soin non plus de qui on engage dans la police et de leur confort, et on fait face à des mecs qui sont potentiellement violents, potentiellement à cran. De ouf. Et c'est en ça que c'est très actuel. T'as ce moment où en fait, je crois que c'est au début, où t'as le flic qui... Je crois que c'est au début, je sais plus trop, qui coffre, donc c'est Ali Berry. Ouais. Et non, pardon. Non, c'est au début, c'est au début. Quand t'as le mec qui est à la supérette, et t'as la gamine qui veut se planquer dans sa voiture. Ouais. Et le mec en fait est complètement dépassé. Et il fait putain je déteste mon boulot et tout. Et en fait tu vois le poids de ce système aussi sur les gens, et comment ça les transforme, et comment justement t'as ce truc là où ils ont ce système qui est sur eux et dans lequel ils sont, dont ils profitent. Clairement c'est un truc qui dépasse tout le monde dans le film. Exactement, quoi. Mais il y a un truc, en fait c'est marrant parce que depuis le début on parle vraiment surtout que de la deuxième moitié du film en fait. Ouais. Et parce que c'est le moment le plus qui te prend vraiment et tout. Le début des émeutes, le film fait presque 2 heures je pense. Il fait 1h30. 1h30. Et il y a eu des pubs avant. Autant pour moi. Ah, et puis il y avait la pub du dernier film avec Bakri. Oh pardon, oui, la pub avec Bakri. Effectivement, la pub avec Bakri. Il faut qu'on parle de Burger King. Ah mais attends, du coup juste petite parenthèse Bakri. Non, juste sur la première moitié du film. Ah oui, la première moitié du film d'abord. Okay. Ensuite on peut revenir sur Bakri et Burger King, pas de soucis. De ouf. Mais du coup en fait on oublie la première moitié du film parce que la deuxième moitié du film est tellement elle te met sous pression, elle t'accroche et tout ça. Mais en fait t'as vraiment la première moitié du film qui est
qui montre ce truc de... T'as vraiment genre la ville de Los Angeles qui a une cocotte minute et à chaque instant tu t'attends à ce que ça pète. T'as même 2-3 jumpscares qui est pas du tout habituel dans ce genre de film. Et t'as vraiment ce truc où tout le monde regarde en fond le procès des 4 flics qui ont tabassé Rodney King. Et t'as ce truc de... Tu t'attends n'importe quel jour à ce que le jugement tombe et à ce que du coup ça pète et t'as tout ce truc où ça monte. Les gens sont à cran, les flics sont à cran, tout le monde est dépassé par ce qui se passe et tout le monde est en même temps fâché, que ce soit les flics comme... Bah t'as cette tension à cause du crime de Latisha, c'est ça Ouais, alors du coup ça s'ouvre sur... alors c'est, j'ai envie de dire Latisha Hopkins. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr du nom de famille. Et du coup ça s'ouvre sur cette histoire qui est bien moins connue que celle de Rodney King, mais qui malheureusement est pas surprenante. Et c'est le fait divers tragique de base, quoi. Ouais. C'est horrible. Il y en a même quelques autres qui sont cités dans le film. Latasha Harlins. Oh, Latasha Harlins, c'est ça. Il y a d'autres faits divers qui sont cités. Et il y a évidemment le passage à tabac de Rodney King qui en fait est le point central du film. Parce que les émeutes de 1991 ont commencé suite c'est la relaxe des 4 policiers, ouais. Des 4 policiers. Qui ont tabassé Rodney King. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on voit donc au début, cette première moitié du film, c'est vraiment cette tension du procès. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que c'est matérialisé par le fait que c'est sur toutes les chaînes à Los Angeles en permanence, quoi. Il n'y a pas un moment où ce procès n'est pas diffusé à la télé. Ouais. Et ce moment était assez touchant où quand ils sont chez Daniel Craig. Ouais. Oui, il veut les gamins sont chez Craig et il n'y a que ça, il veut mettre un dessin animé, il n'y a que ça. Je suis surpris, comme il est un peu tard, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas genre un porno un peu nul à chier à la télé. La télé américaine. Il y a des enfants, Thomas. Je sais, mais la télé américaine ne prend pas ce genre de. C'est vrai. Et tu vas me faire croire que Daniel Craig, qui est auteur ou écrivain maudit, célibataire à Los Angeles, tu vas pas me croire qu'il a pas payé pour les chaînes câblées. Il a une collègue de VHS sous son bureau. Ouais, de ouf. On l'a pas vu, mais de ouf. C'est vrai qu'il y avait ce build-up et c'est là qu'aussi t'as tous les moments de comédie, quoi. Ouais. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que je m'attendais pas à un film aussi léger. Ouais. Je pensais que ce serait un peu plus genre vraiment lourd, tu vois, vraiment. Tu sais, en fait, dès le début, dès la scène d'introduction, parce que si elle mêle des images d'archives de l'époque, dès la scène d'intro, tu sens que ça va être pesant, tu sens qu'il va y avoir un poids, tu sens il va y avoir une gravité, quoi. Ouais. Oui, et d'ailleurs, la gravité est hyper. J'en avais vite fait tout à l'heure. La musique, elle est faite par Nick Cage and the Bad Seeds. Nick Cave, pardon. Nick Cage, c'est Nicolas Cage. La musique est de Nick Cave. J'ai bon. And the Bad Seeds. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant. J'avais vu ça et je l'avais oublié instantanément et je m'en suis rappelé là en le voyant au générique. Nick Cave, pendant l'écriture de son dernier album, son fils est mort. Merde. Dans une situation un peu random. Et du coup. C'est-à-dire un peu random. Il est tombé d'une falaise sous LSD. Ouais, c'est super random. C'est random. Attends, c'est méga random. C'est assez random, mais malheureusement c'est un drame. Et du coup ça a vachement donné au dernier album de Nick Cave des sonorités un peu qui évoquent le vide, en fait, les grands espaces, une sorte de résonance et tout. Et dans toute cette première moitié du film où t'as un peu genre de la vie de famille, vie de quartier et tout ça, t'as quasiment pas de musique. Ou alors de la musique intradiégétique, genre des trucs qui passent à la radio et tout ça. Ouais. Et à partir du moment où les émeutes commencent, t'as d'un coup ces espèces de sonorités avec des grosses basses qui vrombissent, des échos, des trucs. Et cette musique qui est assez... qui évoque ces espèces de grosses situations de vide qui viennent habiller ces situations de genre guerrier urbaine et tout, c'est assez dingue. Et ça apporte une espèce de truc hyper lourd. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi je m'attendais à un truc moins drôle et aussi moins lourd. Je pensais être dans un truc plus tendre, focus sur la vie de famille et tout ça. Et genre vraiment un portrait, quoi. Ouais, vraiment un truc de Millie jouée par Halle Berry qui essaye de rassembler un petit peu ses ouailles et de rester à l'abri pendant ce truc-là. Je me suis fait la réflexion, Halle Berry, elle jouait Tornade dans les X-Men. Elle est un peu abonnée au rôle où elle doit gérer des nuages à droite à gauche. Ah, dans Catwoman, elle n'a pas ce problème, je crois. Oui, non, je pense pas, non. Non, elle était très occupée à prendre des sous. Alors, quel est
ce fétiche des pieds. Oh putain, ouais. Alors, je sais pas, j'ai vraiment peur de faire un contresens encore une fois ou un mauvais délire, mais peut-être que ça a un sens que je capte pas. Donc je vais pas faire de blagues dessus trop facile, mais il y a des pieds partout. Et j'ai l'impression que c'est lié à vraiment quelque chose de maternel. Parce que c'est à chaque fois que les personnages, enfin que genre Halle Berry et puis après Millie et après Jessie vont réveiller les plus petits parce qu'on est dans une famille d'accueil. Il y a la famille en fait. Toute la famille, ouais. Il y a ce bisou sur les pieds quoi. Et tu fais genre mais c'est quoi le sens de ce truc là? Et j'ai l'impression de passer à côté. Et le truc c'est que quand tu passes à côté tu fais c'est chelou. Et, alors qu'il y a sûrement un vrai sens. Mais je l'ai pas. Et le truc c'est qu'au début, genre tu vois ça arriver, genre tu sais c'est ce truc de vous êtes mes enfants, j'ai envie de vous manger, les petits pieds mignons et tout. Sauf que genre tout le monde y passe, il y a des pieds qui dépassent des couettes partout. Et d'un côté peut-être que c'est juste une ref au genre t'es ado, tu te roules dans ta couette ou t'as une couette trop petite et tu te branles et genre t'as les pieds qui dépassent de ta couette et genre ce symbole universel de je me réveille, la couette est en bordel. Pourquoi les pieds dépassent quoi, Sauf que c'est vraiment récurrent quoi. Ouais. Dès qu'il y a une scène pseudo sensuelle, il y a des pieds. Dès qu'il y a une scène un peu maternelle, il y a des pieds. Et le rêve moite de Millie. Ouais, qui commence comme ça. Donc tu fais genre, est-ce que c'est vraiment montrer le côté très attaché à la famille? Je sais pas, c'est chelou quoi. Après c'est quoi, on juge pas, franchement. Non, mais en fait c'est pour ça, c'est juste une incompréhension quoi. C'est genre. Franchement les pieds c'est cool quoi. Ouais, c'est stylé. Moi j'aime bien marcher. De ouf. Bref, Burger King. Faisons un point. Il faut faire un point Burger King parce que je crois que. Est-ce que c'était vraiment un placement de produit ou pas? Franchement je sais pas parce qu'en fait alors très clairement je laisse déjà récapituler la scène peut-être. Remets la scène ouais. Alors en gros. Il y a ce moment dans le film où donc en gros les personnages sont divisés un peu entre les adultes, les bébous on peut dire, les ados. Et t'as une scène où en gros les bébous qui ont autour de 8 ils ont autour de 8 ans on va dire, 8, 10, 12 ans peut-être max. Ils sont devant la télé, on leur a demandé de rester à la maison et ils décident de quand même se barrer tout ça. Et ils arrivent en gros ils arrivent en voulant jouer aux grands et tout, qui veulent brûler des baraques et tout ça. Ils arrivent à Burger King et du coup ça commence par ce plan d'un mec qui fait une espèce de prêche devant les gamins et où il leur explique que si jamais vous brûlez ce Burger King, c'est fini les délicieux Whopper, les délicieux nuggets de poulet, et il te cite le menu Burger King. Et d'un côté j'étais un peu genre, ok c'est flou, mais en vrai personne n'est dupe. Mais c'est flou. Ouais. Du coup, est-ce que c'est réellement un placement produit? Et ensuite, il cite quand même vraiment l'intégralité du menu Burger King. C'est limite s'il fait pas les prix. S'il dit pas genre que si t'es étudiant, t'as droit à une carte de réduc. Enfin, je sais pas. Si tu brûles Burger King, on dégage le Happy Meal et la réduc étudiante. T'auras plus le droit à un burger. Non, ça sera juste 2 € de moins. Bah oui. Sur le plat. Après, peut-être que c'est un placement produit, mais je la trouve quand même super chou cette scène. Elle est bien faite et tout. Et c'est un peu justement genre t'as les ados, c'est ce truc de d'un coup ils sont propulsés dans le monde adulte. Et t'as les bébous où ils vont pour jouer aux grands et on leur dit tu sais quoi, je te file des nuggets, c'est 3 ballons. Et tu vas jouer quoi. Non mais attends, c'est horrible comme message en vrai. Oui, un peu, ouais. C'est hyper crade. Bah oui. Ce côté genre, les gamins, vous savez quoi? Les frites c'est sympa, non? Le gravity, j'en suis à la moitié de mon assiette moi perso là, mais pour le coup t'as vraiment ce côté très bizarre. Au niveau du message c'est chelou, mais ça mène à une scène qui est magnifique. Enfin je veux dire la scène où ils balancent des cocktails Molotov dans l'euphorie la plus magnifique et contagieuse. Et dans le canal, donc vraiment. Ils font de mal à personne, juste d'un coup ils jouent au feu d'artifice. Et du coup pareil, cette scène là faudrait l'étudier à l'aune de la problématique politique du film quoi, c'est-à-dire comment ça s'intègre là-dedans et là du coup on n'a pas les éléments, donc c'est-à-dire que nous on peut juste la juger de façon complètement esthétique et c'est vrai qu'elle est canon et c'est un moment qui est vraiment touchant. Et après... moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher très très loin. C'est on te montre des gamins qui malgré tout le bordel qu'il y a autour d'eux réussissent malgré littéralement une espèce de guérilla urbaine réussissent à rester des gamins en fait. C'est qu'ils viennent pour jouer aux grands et en fait si tu leur proposes des nuggets et des ballons ils sont genre ouais franchement manger des frites et faire des bombes à eau c'est cool quoi. Ouais c'est clair. Bon, on va pas trop se traîner quand même parce que la pinte est bientôt finie. On n'aura même pas parlé de Jean-Pierre Bacri. Alors Jean-Pierre, faisons un petit point. D'abord on peut peut-être conclure sur le film avant de parler de Jean-Pierre Bacri. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait voilà, pourquoi est-ce que je suis content qu'on ait vu ce film plutôt que Taxi 5?
Déjà parce que je pense que j'ai passé un meilleur moment. Ouais. Je pense encore trop de difficultés. Hein. Et surtout parce qu'en fait, ça te fait poser la question de comment est-ce que dans ce podcast, qui a vocation à être hebdomadaire, donc on va vous saouler avec ça. Hein. Là, c'est l'épisode 0 parce que c'est un peu l'épisode où on se cherche, du coup, on va chercher le ton, le montage va prendre un peu plus de temps. Comment est-ce qu'on va parler d'un film ? Et c'est vrai que voir. Alors, on va pas vous mentir, la semaine prochaine, c'est Avengers. Oui, bah oui, moi, bah oui. Le plan, c'est de faire les grosses sorties et on se fait le point. Et comme ça, vous venez avec nous dans les commentaires sur iTunes, sur YouTube. Vous mettez ce que vous en avez pensé. Et puis, on se bourre tous les tripes dès le lendemain de la sortie du film. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on parle des films ? Parce que là, en fait, ce film pose la question de à quel degré est-ce qu'on est légitime pour envoyer notre avis sur la question. Parce que techniquement, encore une fois, on est très blanc, quoi. Et c'est pas facile de parler d'un film dont le cœur du propos est extrêmement politique et racisé, alors que, encore une fois, on est extrêmement blanc. Donc du coup, la question, c'est en quoi notre avis est important. Et je pense que là, avec cet épisode, on a un peu le cœur du truc, c'est-à-dire que bon, personne nous a attendu. Hein. Je pense que si vous voulez aller voir le film, on va pas vous convaincre de quoi que ce soit. L'idée, c'est juste de vous faire vivre des réactions à chaud et d'où le nom. Oh non, ça vient de là. Le nom. D'où le nom du podcast. Et du coup, en fait, ça va aussi faire venir nos interrogations à chaud, nos questions à chaud, nos doutes à chaud, donc tout ça. Vraiment rien n'est préparé. Rien n'est préparé, non. On est sorti du ciné, on est allé dans un bar à côté, on a posé les micros et commandé des frites. C'est ça. Et des bières. J'espère que ça s'est pas entendu. Si ça s'est entendu, les frites c'est terminé pour moi. Hein. Ce sera peut-être ma dernière assiette. On verra au montage. Si ça s'est pas entendu, j'en prendrai. Mais en gros, je serai plus malade la semaine prochaine. Mais en gros, voilà, la question c'est ça. On n'est pas forcément. On n'a pas un avis universitaire, on n'a pas un sens de l'analyse qui est celui qu'auront des fossoyeurs de films, des Karim Debache, des 2 heures de perdu, etc. Le monde du cinéma est assez vaste déjà. Mais c'est excitant de partager des sensations à la seconde même où on sort du cinéma. Et ça c'est cool. Et on s'est retrouvés la semaine dernière devant Pacific Rim Uprising. Et c'est un petit coup de foudre de critique. Donc on s'est dit ok, c'est ça qu'on va vous partager. Donc ce sera pas toujours intelligent, ce sera pas toujours extrêmement construit. Ça sera même jamais construit, je pense en vrai. Mais non, bah non, parce que le principe c'est de sortir de la salle et de dire le premier truc qui nous vient. Exactement. Mais ce qu'on peut vous garantir, c'est que ça sera fait avec les tripes tout le temps, vu que ce sera littéralement tout le temps à chaud. Et je pense qu'il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de podcast qui fait ça plus à chaud. Le film, on en est sorti maintenant il y a une demi-heure et ce podcast dure maintenant une demi-heure. Donc oui, vraiment, le podcast commence avant même la fin du film. Et je pense pas qu'on puisse avoir de podcast plus direct que ça. Donc c'est ça la promesse. Alors après, voilà, on vous invite à nous suivre, à nous dire aussi ce que vous pensez du film. Et puis voilà. Plein d'étoiles sur iTunes, à nous dire ce que vous en avez pensé, à rebondir dessus, parce que nous on fait ça comme une conversation, ça peut continuer d'être une conversation sur les réseaux sociaux et dans les commentaires. Bah ouais, de ouf. On va et après, est-ce qu'on va spoiler ? Ah oui, alors on spoil tout le temps, on spoil tout le temps, on s'en fout, on part du principe que c'est le principe. C'est le but. Oui. Et en plus là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a une saison du cinéma qui est assez excitante qui s'annonce. Ouais. Avec Avengers et Rampage. C'est notre prochain épisode. Non, et c'est même pas la saison des Oscars, hein. C'est pas la saison des Oscars. Oscars. Avengers et Rampage, et c'est même pas la saison des Oscars. Alors moi, je suis content. T'as ça, t'as Solo qui va arriver, t'as les Indestructibles et tout. Non, franchement, ça va être canon. Les Indestructibles 2, je suis très chaud. Pareil, je suis très chaud. J'en peux hâte. Et il y a plein de films. Et puis bah voilà. Donc si ça vous plaît, évidemment 5 étoiles. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour le premier vrai épisode, puisque là on sait pas encore à quoi va ressembler le montage et ni même quel sera le générique et tout. Donc ben voilà. Merci. Aurélien, je te laisse conclure parce que moi je vais manger des frites. Non, bah je trouve que t'as super bien conclu. Merci à tous et je l'espère à très bientôt. À très bientôt, genre la semaine prochaine. Bisous.